Suite à divers scandales, les autorités américaines ont souhaité que leurs entreprises améliorent leur gouvernance. Ainsi, en 2002, le Congrès a adopté la loi dite Sarbanes-Oxley. Dans la foulée, les principales bourses, le New York Stock Exchange, le Nasdaq, ont adopté des réglementations plus strictes, en particulier concernant la présence d'administrateurs indépendants dans les conseils. Ils devaient au moins représenter la moitié des sièges. L'objectif était ainsi d'accroître le contrôle pesant sur les directions d'entreprise. De nombreuses études ont montré que les firmes qui ont adopté ces nouvelles exigences ont augmenté significativement la fréquence des renvois des PDG ou CIO en cas de très mauvaise performance. Das, Frey et Hearst apportent un éclairage supplémentaire sur cette question dans un article récent publié dans le Journal of Banking and Finance. Ils pointent le fait que les études précédentes comparent les entreprises qui ne répondent pas aux nouvelles exigences de la loi et qui ont dû s'y conformer à celles qui y répondaient déjà. Ce second groupe est considéré comme homogène et non affecté par l'événement. La réalité est tout autre. Prenons un exemple simple, l'obligation d'avoir au moins 50% d'administrateurs indépendants. Deux cas se présentent. Soit l'entreprise a un conseil composé de moins de 50% d'administrateurs indépendants, et elle doit se conformer aux nouvelles exigences en augmentant leur proportion. Soit l'entreprise a déjà un conseil composé pour plus de la moitié d'administrateurs indépendants. Et il y a trois possibilités. Elle ne modifie rien, elle est sensible à l'ère du temps et accroît encore plus le nombre d'administrateurs indépendants. Et, dernière possibilité, peut-être paradoxale, elle en réduit le nombre. La loi n'est pas tombée du ciel. Avant son adoption, un débat s'était engagé sur la nécessité d'une bonne gouvernance. Certaines entreprises avaient déjà précédé le mouvement et avaient constitué des conseils comportant un très grand nombre d'administrateurs indépendants et représentant bien plus que la moitié des sièges. La loi, en précisant un seuil, peut inviter les entreprises à en diminuer le nombre, surtout si elles considèrent cette présence comme très onéreuse. C'est un effet inattendu, mais toujours possible quand on explicite un peu trop une règle. C'est ce phénomène que Das, Frey et Hearst étudient. Ils s'attachent dans cet article à en montrer toute l'importance et les effets en matière de gouvernance. Cette étude est construite autour de la séquence suivante. Une augmentation du nombre d'administrateurs indépendants est vue comme une amélioration de la gouvernance. Une meilleure gouvernance doit signifier qu'en cas de mauvais résultats, le Conseil hésite peu à remplacer le PDG ou CEO. Ainsi, la probabilité de départ s'en trouve accrue. Les auteurs estiment 3 modèles de régression logistique pour 3 sous-populations. Par exemple, les firmes qui augmentent leur nombre d'administrateurs indépendants, celles qui les diminuent et celles qui ne les changent pas. La variable dépendante est une variable muette qui vaut 1 si le CEO de la firme I a été renvoyé à l'année T. La variable explicative est une mesure de la performance grand P. L'attente est ici que le coefficient bêta lié à cette performance soit négatif. Une mauvaise performance accroît la probabilité de départ. La variable SOX vaut 1 pour la période suivant le passage de la loi Sarbanes-Oxley. X est un vecteur de variable de contrôle. Des effets fixes par secteur et année sont introduits. Les données concernant les cours boursiers
et les informations comptables proviennent respectivement des bases CRSP et Compustat. L'identification des départs forcés, à l'exception des décès ou des départs à la retraite, a été réalisée à partir des données fournies par la base ExecuComp. Enfin, la composition des conseils, et en particulier les nombres d'administrateurs indépendants ou internes à la firme, ont été obtenus sur la base RiskMetrics. L'échantillon couvre la période allant de 1998 à 2006. Les entreprises considérées comme conformes sont celles qui avaient une majorité d'administrateurs indépendants dans leur conseil avant le passage de la loi Sarbanes-Oxley. On peut noter qu'en 2002 et avant, une très grande majorité d'entreprises respectaient déjà les prescriptions de cette loi. Le nombre d'entreprises dites non conformes a diminué sensiblement après le passage de la législation et sa mise en application. Une première statistique intéressante fournie par Das, Frey et Hurst concerne les entreprises qui respectaient déjà les obligations de la loi avant qu'elle ne soit adoptée en 2002. On aurait pu s'attendre pour ces entreprises conformes à peu de changements dans la composition de leur conseil. Mais ce n'est que dans 9,8% des cas qu'on enregistre un maintien strict du nombre d'administrateurs internes ou indépendants. Si on s'intéresse aux seuls administrateurs indépendants, on peut constater que leur nombre se maintient seulement dans 17,8% des cas. Il augmente dans 55,8%, et on enregistre certainement là un effet d'entraînement dû à la législation. Enfin, ce qui est loin d'être négligeable, il diminue dans 26,4% des cas. Les résultats fournis par les régressions logistiques montrent deux types de réactions différentes. Pour les entreprises déjà conformes avant l'application de la loi, une hausse du nombre d'administrateurs indépendants est suivie d'une plus forte sensibilité de la probabilité de renvoi à la détérioration de la performance. En revanche, quand cette entreprise, conforme avant la loi, en profite pour diminuer ce nombre, la sensibilité s'annule pratiquement. Il suffit de prendre en compte le coefficient négatif de moins 6,518 et de l'ajouter au coefficient positif postérieur à la loi Sarbanes-Oxley de 6,330. C'est là un effet inattendu et indésirable de la publication d'une norme stricte que toute entreprise doit respecter. Une autre façon de renforcer la présence relative des administrateurs indépendants dans le conseil est de réduire le nombre d'administrateurs internes. Le tableau, ici présenté, montre que pour les entreprises déjà conformes et qui ont baissé le nombre d'administrateurs indépendants, il y a bien renforcement de la sensibilité. En revanche, pour celles qui en ont augmenté le nombre, il n'y a pas d'estimation significative d'une sensibilité aux mauvais résultats. Das, Frey et Hurst complètent leur étude par une approche dite difference in difference, utile pour traiter les problèmes d'endogénéité toujours latents dans ce type d'étude. Ici, la variable de traitement est la baisse du nombre d'administrateurs entre la période précédant la loi Sarbanes-Oxley et la période suivant sa mise en application. Les deux résultats les plus intéressants sont le coefficient négatif de moins 8,526 associé à une baisse du nombre d'administrateurs internes à l'occasion de ce changement, c'est-à-dire à une plus forte sensibilité
de la probabilité de renvoi au résultat de l'entreprise. Et deuxièmement, le coefficient positif de 9,261 pour la baisse du nombre d'administrateurs indépendants. Ce coefficient signifie ici à l'évidence une moindre sensibilité. En conclusion, la loi Sarbanes-Oxley et les règlements adoptés par le New York Stock Exchange ou le Nasdaq visaient à inciter les entreprises à faible gouvernance à améliorer leurs dispositifs de monitoring en accordant une place majoritaire aux administrateurs indépendants au sein de leur conseil. De nombreuses études ont montré que les changements induits avaient été positifs pour les firmes qui ne respectaient pas cette obligation. En revanche, peu de choses ont été dites sur les changements qui ont pu affecter les entreprises déjà vertueuses. Das, Frey et Hearst montrent que la moitié d'entre elles ont augmenté leur nombre d'administrateurs indépendants alors qu'elles n'en avaient pas la nécessité. Ceci n'a pu que renforcer la qualité de leur gouvernance qui se traduit ici par une plus forte sensibilité de la probabilité de renvoi du CEO à une dégradation des résultats. Mais, plus inattendu, une proportion non négligeable, un quart ici, des entreprises, a interprété la règle comme les autorisant à diminuer leur nombre d'administrateurs indépendants, déjà très supérieur à la moitié. Cette baisse n'est pas anodine. Elle se traduit, pour ces auteurs, par une diminution de la probabilité de renvoi du CEO en cas de difficulté, et donc par une baisse de la qualité de la gouvernance.